ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. Перестройка хозяйственного механизма, перестройки сознания. C'est la fin. Voilà ce que je me suis dit. Le souvenir que j'en garde est d'une effroyable netteté. C'était le 25 décembre 1991. J'avais 33 ans et quelque chose est mort en moi-même. Pour moi, c'était l'idéal le plus puissant depuis le christianisme. Mort. Le communisme était mort. Il était né du rêve primordial de justice et de fraternité. Il avait été pendant des siècles réduit à l'utopie. Mais nous l'avions porté au pouvoir. Sa fin fut banale, annoncée au journal télévisé. Un sexagénaire chauve, à l'accent provincial, y avouait la défaite finale. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. La défaite d'un empire réputé invincible et qui fut vaincu par lui-même. Je n'arrive pas à croire que 20 ans ont passé, que mon socialisme à moi, je ne le verrai plus vivant que dans mes rêves. Mais au réveil, je ne me lamente pas. C'est mort, enterré à jamais, et c'est tout. Non, papa, tu ne peux pas dire ça. Tu as été dans ce système toute ta vie. Si j'ai voulu faire des études d'histoire, c'est pour que rien de cette période ne soit oublié. Toutes les atrocités dont on a entendu parler, les travaux forcés, les exécutions en masse, Staline, le goulag. De ton temps, on torturait encore les dissidents dans les hôpitaux psychiatriques. On abattait ceux qui voulaient fuir le paradis des travailleurs. Et on mentait à la population à propos de la catastrophe de Tchernobyl. Tu n'étais pas souvent là quand j'étais petite, dans les années 80. Tu disais que tu ne pouvais pas rester avec nous à l'ouest, que tu devais rester à l'est pour donner une nouvelle chance au socialisme. Tu pensais que l'Union soviétique existerait toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais comprendre pourquoi le plus grand empire de l'histoire, avec tous ses pays satellites, son armée et ses services secrets, s'est effondré comme un château de cartes. Pourquoi et comment le communisme est-il mort? Ma chère fille, il est facile de juger après coup. Moi, je suis né à l'intérieur du système. Mon premier souvenir, c'est des adultes suivant à la radio les exploits de Gagarine. Mes premiers mots appris à l'école, c'était science et progrès. Nous grandissions avec la course contre l'Ouest pour unique horizon. Le premier homme dans l'espace avait été un cosmonaute soviétique. C'était un fait objectif, déterminé par le sens de l'histoire. Mais toi, tu me fais plutôt penser au dernier cosmonaute. C'est précisément au nom du communisme que ce dernier a été envoyé dans l'espace en 1991. Il était sur orbite pendant que sur Terre, l'URSS se désintégrait. À bord de son vaisseau spatial, symbole de l'ancienne suprématie soviétique, il a quasiment été oublié. Je trouve que ça résume plutôt bien ta vie. Je suis désolée. Mais tu m'as toujours manqué. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cette époque et à ce que tu as pu vivre. Reprenons l'histoire depuis le début. Ton odyssée commence en 1974. Tu penses au film culte de science-fiction dont je t'ai parlé? C'est vrai, on séchait l'école pour aller voir Les Ados du Cosmos, qui racontait une expédition de jeunes aux confins de l'univers. Les distances interstellaires étant infinies, les membres de l'équipage avaient 15 ans, mon âge à l'époque.
Нет, туда. Стойте! Это зов роботов! Ce n'était pas seulement un hymne à la conquête spatiale. Sur une étrange planète, de méchants robots voulaient forcer nos héros au bonheur absolu. Сейчас вы будете направлены на пункт осчастливливания. Фиксирую к ликвидации склонность к состраданию, склонность к совести, аппендицит, чувство неудовлетворенности собой, склонность к доброте, склонность к любви. Ce bonheur imposé me rappelle quelque chose. Les satires anti-totalitaires de l'époque, peut-être. Peut-être. Cela montrerait alors que notre socialisme n'interdisait pas l'autodérision. Mais qui osait en faire à cette époque-là? Le 12 juin 1975, tu écris ceci. Fini le lycée. On va fêter ça toute la nuit. Dès demain, je commence à travailler à mon avenir et il s'annonce radieux. Je déborde d'énergie et je vis dans le plus grand pays que le monde ait jamais connu. En 1975, l'Union soviétique est à l'apogée de sa puissance. Pratiquement la moitié de la planète est sous son influence communiste. Léonid Brejnev, le dirigeant de l'URSS, apparaît alors comme l'homme le plus puissant du monde. L'Amérique, elle, l'autre superpuissance, est affaiblie par sa défaite au Vietnam et le scandale du Watergate. Bien que les USA et l'URSS pointent l'un sur l'autre des centaines de missiles, ils vont lancer chacun une fusée pour la première mission spatiale commune, la mission Apollo-Soyouz. Вот и долгожданное рукопожатие в космосе. Экипажи с радостью встретили приветствие генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Довольно. Как мне хочется много знать. You know how much I would like to know. Как вы там летали. How you were there all the way flying. Как вы там кувыркались. How you were just going ups and downs. Что вы там смотрели. To know what you saw there. И какими мы смешными выглядим перед вами, когда вы там вверху. And how funny we look down there when you're all the way up. Наверное, такие чижики. Probably we look like, you know, like those small birds. Ваши вышли на Луну, а будущее сулит, я пока не знаю что. J'ai rencontré Brejnev à Zavidovo. Je faisais partie d'un groupe de rédacteurs qui lui préparaient ses innombrables rapports. Anatoly Sergeyevitch Tcherniaev, ancienne plume de Brejnev. Chacun d'entre nous rédigeait un chapitre, puis le lisait à voix haute. Brejnev nous écoutait en fumant et faisait de temps en temps une remarque. Il intervenait peu. Une fois, il nous a même dit « Ne faites pas de moi un théoricien ». Brejnev était intimement persuadé de l'importance du maintien de la paix, ce qui le plaçait dans une situation paradoxale. D'un côté, il participait activement à la course aux armements, à la guerre froide. Des sommes exorbitantes étaient allouées au complexe militaro-industriel. Et de l'autre, il était parfaitement conscient de son rôle dans le maintien de la paix en tant que chef d'une superpuissance. 1 августа 1975 года. Для участия в завершающем этапе совещания прибыла делегация Советского Союза во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. À l'université, nous ne parlions que de cela. À Helsinki, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe réunissait les chefs d'État de 35 nations. Nous nous retrouvions enfin face à face avec nos adversaires. Tous ces sourires et poignées de main cachaient mal que la guerre froide battait son plein. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les frontières européennes sont redessinées.
l'Allemagne est divisée en 4 secteurs dirigés chacun par l'un des pays vainqueurs. Parmi les alliés, il existe des dissensions idéologiques. Dans les pays qu'elle occupe, l'URSS encourage les forces communistes locales à prendre le pouvoir. Les nouveaux gouvernements socialistes prêtent alors allégeance aux grands frères soviétiques, le bloc de l'Est est né. Il se compose de la RDA, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie. La formation de ce gigantesque empire se double d'une alliance militaire officialisée en 1955 par le pacte de Varsovie. Donc, en 1975, qu'est-ce que l'Union soviétique vient chercher à la conférence d'Helsinki? Вы рады тому, что сегодня начинается последний этап европейского совещания? А вы как думаете? What do you think? What do you think this conference will accomplish for the world? А что, по вашему мнению, эта конференция, это совещание даст для всего мира? А что бы вы хотели? What would you like it to accomplish? Anything you want, you got it. Anything you want, tavares. Anything tavares, you comrades. Tout ce que vous voulez. Brejnev, très sûr de lui, et ses homologues communistes vont donc signer tout ce que l'Ouest va leur proposer, y compris la clause sur le respect des droits de l'homme. Cette disposition, qui figure dans le 3e volet de l'acte final, apparaît alors comme une concession mineure dans le grand marchandage sur la partition du vieux continent. On était directement impliqués dans la préparation de cette conférence et la rédaction des accords. Tout cela ne manquait pas de cynisme. Nos frontières d'après-guerre ont été entérinées sans que cette conférence ne nous engage véritablement à quoi que ce soit. Il y avait ces différents volets, par exemple, et tout particulièrement le 3e, dont on se fichait éperdument. On n'avait nullement l'intention de nous préoccuper des droits de l'homme et de tout ce qui s'ensuit. Et de fait, la conférence d'Helsinki est considérée comme un échec de l'Occident. Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature et auteur de l'Archipel du Goulag, qui décrit le règne de la terreur sous Staline, prend la parole devant le Congrès américain la veille de la conférence et fustige la reddition du monde libre face au communisme. Я пытался передать вашим соотечественникам скованное дыхание жителей Восточной Европы. Именно в эти недели, когда дружным согласием дипломатических лопат будут засыпаны и утрамбованы в братской могиле еще дышащие груди. Я пытался прорвать эту стену бедственного незнания или беспечной надменности. On a considéré cette conférence comme une grande victoire. Elle légitimait politiquement et économiquement le partage de l'Europe et la domination soviétique sur le bloc de l'Est. Andrei Grachev, ancien directeur adjoint du département international du comité central du Parti communiste. Certains estiment même que l'acte final de la conférence marque le début de la finlandisation de l'Europe de l'Est, qui est passée tout naturellement sous l'hégémonie politique de l'Union soviétique. L'expression « finlandisation » fait référence à l'influence soviétique sur les pays capitalistes. La Finlande, qui partage 1000 km de frontières avec l'URSS, est forcée de respecter les intérêts de son grand voisin. Partout à l'ouest, le bloc de l'Est tente la même manœuvre d'intimidation. C'est donc un symbole fort. 30 ans après la défaite du nazisme, les nations occidentales se retrouvent à Helsinki pour reconnaître solennellement les frontières de l'espace communiste. Y compris une frontière aussi terrible que celle-ci. Moi-même, je suis en âge de m'en souvenir. L'idéologie communiste justifiait cela par un culte dont tu me parlais souvent, celui de la victoire sur le fascisme. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. La Grande Guerre patriotique, notre page la plus glorieuse.
due au sacrifice titanesque de notre peuple. Elle a inspiré le meilleur de nos monuments et de notre art. У тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские? D'accord, je peux comprendre. Mais comme dit le proverbe, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et une dictature peut en chasser une autre. Avant d'attaquer l'Union soviétique, l'Allemagne nazie avait envahi plusieurs pays, dont la Tchécoslovaquie en 1938. 7 ans plus tard, l'armée rouge libérait l'Europe de l'Est. Mais était-ce vraiment une libération? Qu'en ont réellement pensé les Tchécoslovaques? Voici ce que raconte de cette période Andrei Stavinoa, un simple travailleur de Znojmo. Les Russes étaient, semble-t-il, pires que les Allemands. Même s'ils nous ont libérés, ils étaient apparemment pires que les Allemands. Ils tuaient, violaient et volaient tout ce qu'ils pouvaient. C'est ma mère qui me l'a raconté. Elle m'a transmis cette aversion pour les Russes et les communistes. En 1968, j'avais 13 ans. À la télé, on avait déjà la télé à l'époque. Ils montraient ce qui se passait à Prague et partout ailleurs. À chaque anniversaire, le 21 août, on parlait des événements. Chaque année. Le 23 août 1978, vers minuit, on a fait sauter une statue de Klement Gottwald. Celle de la place de la Grande Révolution socialiste d'octobre, à Příbram. Klement Gottwald, l'un des fondateurs du Parti communiste tchécoslovaque, est mort en 1953, peu de temps après son ami et modèle, Joseph Staline. Gottwald a eu droit lui aussi à son mausolée, mais l'embaumement ayant raté, sa momie s'est désagrégée. Je travaillais dans les mines d'uranium. J'étais mineur et je manipulais donc des explosifs. J'ai placé une charge d'1 kilo sous la statue et j'ai procédé à la mise à feu. Il y avait un retardateur de 12 secondes et une batterie de 4 volts et demi. J'ai réussi à courir jusqu'à la fontaine, j'ai entendu la détonation, puis un bruit de verre brisé. Je me suis retourné et j'ai vu Gottwald s'écrouler dans un éclair de lumière. C'était magnifique. La police secrète a enquêté pendant 7 jours et elle n'a rien trouvé. C'est notre troisième complice, Jaroslav Tisol, qui nous a trahis. Il est allé se dénoncer et il n'a pris qu'1 an. Moi, je me suis fait 9 ans. Et à ma sortie, j'ai appris qu'il était déjà mort. Il s'était suicidé. Il avait ouvert le gaz. Ça, c'est un bout de Gottwald, un bout de son pied. Je l'ai eu avant d'aller en prison. Un copain qui bossait avec moi me l'a donné. Il m'a dit, t'as payé pour ça, alors c'est à toi. Mais que pouvait-on espérer de tels actes de protestation isolés? Dans ma vie, j'ai toujours essayé d'affronter les choses et ensuite d'assumer mes choix. Est-ce que j'ai des regrets? Non.
mes parents rêvaient de vacances au bord de la mer. En 1968, pour mes 10 ans, ils m'emmenèrent à Yevpatoria, en Crimée. Un soir, alors que le soleil tombait et que la plage se vidait, mon père se mit à évoquer devant ma mère de mauvaises nouvelles en provenance de Tchécoslovaquie. Pour la première fois, j'entendis parler du pacte de Varsovie. Or, je connaissais ma géographie, et Varsovie n'était jamais que la capitale de la Pologne. Mais mes parents chuchotaient. Ce n'étaient pas des dissidents. Pourtant, l'entrée de nos chars dans Prague les a bouleversés. Pour nous, soviétiques, le pacifisme était à l'est et l'impérialisme à l'ouest. Cet été 1968, mes parents venaient d'apprendre que notre gouvernement pouvait être oppressif. Il y eut même des pays frères pour s'en émouvoir. C'est vrai, la Roumanie, bien que signataire du pacte de Varsovie, refuse d'envoyer des troupes en Tchécoslovaquie. Nicolae Ceausescu, le dirigeant roumain, impressionne l'opinion mondiale par ses velléités d'indépendance. Au plus fort de la crise tchécoslovaque en 1968, il ira même jusqu'à déclarer « Personne n'a le monopole de la vérité ». Écoute ce que dit de lui son interprète Sergiu Shelag, qui l'a accompagné dans de nombreux sommets internationaux. Ceausescu n'obéissait pas aux soviétiques, mais il était communiste. Et par ailleurs, il était profondément nationaliste. C'est ce qui explique que la Roumanie ait condamné l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968. Le formidable courage de Ceausescu a déclenché une vague sans précédent d'inscriptions au Parti communiste, notamment de la part d'une certaine élite intellectuelle qui jusque-là avait refusé de se laisser enrégimenter. Tout à coup, Ceausescu est devenu un interlocuteur valable aux yeux de ses homologues américains, français et allemands. Je crois que l'homme était fasciné par la monarchie. En 1978, lors de sa visite en Grande-Bretagne, il a beaucoup insisté pour être accueilli avec tous les honneurs. Il voulait une escorte, etc. Il adorait les fastes de la royauté. Son séjour en Corée du Nord a été un moment crucial dans sa vie. Il a eu une illumination. Il a découvert le vrai communisme, c'est-à-dire une société totalement militarisée, un pays géré comme une caserne et un peuple en adoration devant son leader. Jusque-là, il pensait qu'il était peut-être Dieu. Désormais, il en était sûr. Ceausescu se croyait Dieu, mais il était bien le seul à le croire. Nous, en Union soviétique, nous avions Brejnev, et lui aussi avait été élevé au rang de semi-divinité. Mais il s'agissait d'une idole plus bouffonne que menaçante. Si les dictateurs sanguinaires ont disparu, ils ont été remplacés par des apparatchiks qui mènent une politique tout aussi tyrannique. Et tous les citoyens en feront les frais. Voici l'expérience de Michal, un musicien slovaque, de Paul, un ancien étudiant roumain, et de Maciew, un ouvrier polonais. Die Stadt roter Blumen, Kalmar Stadt,
Il y a beaucoup de légendes sur le socialisme. Celle de la justice sociale, par exemple. Effectivement, on était tous logés à la même enseigne, puisque ça allait mal pour tout le monde. Le régime vantait l'augmentation du niveau de vie, alors qu'il n'y avait même pas de papier hygiénique dans les magasins. On n'arrêtait pas de dépasser les plans prévisionnels. On devançait le capitalisme. On avait pitié de tous les autres pays du camp socialiste. On craignait les Polonais, les Hongrois et même les Russes. Paul, l'étudiant roumain. En bas de chez nous, il y avait une boucherie. Les gens faisaient la queue toute la nuit pour éventuellement être les premiers servis à l'ouverture. Ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient pouvoir acheter. Parfois, Ceausescu passait juste sous ma fenêtre. Un jour, il voit la file d'attente et il demande « Qu'est-ce qu'ils font là, ces gens? La queue pour acheter de la viande ?» Vous allez me régler ce problème. Et comment les autorités ont-elles réglé le problème? Elles ont transformé le local en salon de coiffure et installé la boucherie dans l'arrière-cour pour que Ceausescu ne puisse pas la voir. Et Maciej, l'ouvrier polonais. Les gens se sont mis à rêver d'autre chose, de pouvoir tout simplement acheter ce dont ils avaient vraiment besoin, quand ils voulaient. Quelques aides ont été mises en place, par exemple des crédits pour les jeunes couples. Ils pouvaient acheter des meubles, mais seulement de ce modèle-là. Ou alors juste un type de machine à laver. Comme il n'y avait aucun choix, un marché parallèle s'est créé. On achetait ce qu'on trouvait à un moment donné, et puis on faisait du troc. On achetait un frigo, mais on avait besoin d'un canapé, alors on les changeait. On se débrouillait comme ça. Mais pourquoi cette aberrante économie de pénurie dans un empire qui se targuait d'envoyer des hommes dans l'espace? En créant le camp socialiste, je pense qu'on a fait une grosse erreur. On a surtout créé un marché socialiste. Herbert Richter a dirigé pendant 35 ans la plus grande centrale à charbon du monde. On a créé notre propre marché interne, un marché autosuffisant, qui subvenait à ses propres besoins sans dépendre de l'extérieur. On était ravis d'avoir notre propre camp, d'avoir envoyé le premier Spoutnik et le premier cosmonaute. Mais dans les domaines vraiment importants, comme l'économie, on a été d'une négligence totale. L'abondance de l'Occident suscitait de l'envie, mais pas chez tous. Nous ouvrir au monde capitaliste revenait à adopter le capitalisme, et beaucoup n'en voulaient pas. L'homme ne vit pas que de pain. Cette maxime, nous ne la tirions pas d'un sermon dominical, mais d'une sagesse quotidienne. Il y avait une idéologie communiste et elle était très forte. L'objectif était de former de bons citoyens, sains et irréprochables. Monseigneur Parkef Mardirossian, évêque arménien du Haut-Karabakh. Un individu doit être honnête, en bonne santé, bienveillant, intègre, bon travailleur, patriote. Tout ça, c'est très bien. Et il fallait travailler, gagner son pain honnêtement. C'était parfait.
на шахте работаю. Как большинство проходит. Sur le plan social, le citoyen soviétique bénéficiait d'une certaine sécurité. Il était protégé et assuré d'avoir un minimum garanti. C'était bien. Les soins médicaux étaient gratuits, de même que l'éducation. Я работаю, пишу стихи про любовь. Но я в свободное свое время стараюсь как можно больше своего времени уделить лыжам. Книжку читаю, газеты. Обычно современные фантастику тоже люблю. Я предпочитаю Дюма. Свободное время, как говорил Карл Маркс, это мерило духовного богатства общества. Le communisme profite à certains, mais pas à tous, comme il est censé le faire. Parallèlement à la classe ouvrière, il existe une intelligentsia brillante, débrouillarde et parfois cynique. À Moscou, du moins, ceux qui travaillaient sur les théories révolutionnaires léninistes étaient considérés comme de sombres crétins. C'était l'apanage des ratés. Alexandre Tsipko, ancien professeur de théorie marxiste-léniniste. L'astuce consistait à suivre les préceptes du marxisme tout en mettant en évidence ce qui contredisait l'essentiel, c'est-à-dire la théorie de la révolution et la dictature du prolétariat. De ce point de vue, on n'était pas différent des pays d'Europe de l'Est. Mais d'un autre côté, on vivait tous dans le système soviétique. D'où le dilemme. On appliquait les principes communistes alors qu'on avait cessé de croire en la victoire du communisme, à la théorie de la lutte des classes, à l'édification d'une société nouvelle. Mais il fallait bien vivre. Et y vivre, on le pouvait. Sans le vouloir, le communisme avait engendré une culture originale. Nous étions curieux de l'Occident, mais nous refusions de le copier. Nous nous moquions d'avoir une voiture. Personne ne rêvait de devenir banquier. Le mot manager était inconnu. Et notre culture bizarroïde fascinait les étrangers de passage. Comme cette fille venue de l'Ouest que j'avais rencontrée. De quoi était-elle tombée amoureuse? Je n'en suis pas sûr. De moi ou de la poésie libre du matérialisme qu'elle avait trouvée à Leningrad? Tu devrais lui demander, puisqu'il s'agit de ta mère. Je verrai. Mais tout le monde ne partage pas cette vision romantique de la société soviétique. En particulier, Alexandre Podrabinek, membre du groupe Moscou-Helsinki pour la défense des droits de l'homme. Les gens pouvaient plus ou moins vivre leur vie. Cela ne signifiait pas qu'ils étaient complètement libres, mais ils pouvaient raconter des blagues sans craindre d'être jetés en prison. Si sous Staline, par exemple, une blague pouvait vous valoir 10 ans de camp, sous Brejnev, dans le pire des cas, vous aviez droit à une réprimande lors d'une réunion des jeunesses communistes ou du parti. La situation était plus détendue. Il n'en allait pas de même pour ceux qui ne se contentaient pas de raconter une blague ou même de lire un livre. Ceux qui s'opposaient au système se confrontaient à la pire des répressions, à la terreur. Pour autant, cette terreur ne s'appliquait qu'à un petit nombre d'individus qui se sont vus infliger tout ce que le système avait mis au point depuis des décennies. Et beaucoup sont morts dans les camps. Ce qui faisait la force du mouvement dissident, c'était qu'il était connu. C'était le cas du groupe Helsinki, du groupe d'initiative pour les droits de l'homme, du comité pour les droits de l'homme et de notre commission d'enquête sur l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Suite aux accords d'Helsinki, de plus en plus de dissidents se mettent à défier le régime. Une nouvelle puissance mondiale apparaît alors, l'opinion publique. Et la clause sur les droits de l'homme signée par le camp socialiste en 1975 s'avère un piège redoutable.
Le gouvernement de l'époque a commis une erreur de jugement en faisant paraître dans la presse soviétique le texte intégral de l'acte final d'Helsinki. On était en 1975 et c'était une bombe à retardement. L'acte final d'Helsinki contenait des mines qui ont explosé par la suite. Droits de l'homme, liberté d'information, regroupement familial, arrêt du brouillage radio. J'avais décidé d'écrire un livre sur l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. J'étais médecin et j'avais réuni des informations pendant plusieurs années. En 1976, je suis allé rendre visite à Mikhail Kukobaka, à l'hôpital psychiatrique de Mogilov. Il avait été interné pour avoir distribué la déclaration des droits de l'homme à ses camarades du foyer. Je suis arrivé avec un colis et j'ai discuté avec le médecin-chef. Je lui ai demandé s'il savait pourquoi Mikhail Kukobaka avait été interné. Il m'a dit « Il est malade, il a fait quelque chose de mal ». Je lui ai répondu « Il a distribué la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Et il m'a dit « Vous voyez, c'est ce que je vous disais ». Vous comprenez? À ses yeux, c'était un motif d'hospitalisation tout à fait légitime. Recourir à la psychiatrie pour persécuter des dissidents est plus que condamnable. Mais quiconque s'engageait alors en politique selon les normes d'aujourd'hui pouvait paraître anormal à ces psychiatres d'État. Eux aussi étaient des gens ordinaires, rivés à leur époque. Sans doute croyaient-ils que le système communiste était éternel et qu'il fallait aider ceux qui le refusaient à y survivre. Pour moi, cette définition de la normalité s'apparente plutôt à de l'esclavage. Et plus que les corps, ce sont les esprits que ce système cherchait à asservir. Sa dénonciation des pratiques psychiatriques en URSS a valu à Podrabinek d'être arrêté et incarcéré. Mais le système n'a pas réussi à le briser. Je savais qu'ils allaient m'arrêter. Les gens du KGB faisaient leur boulot. On leur donnait l'ordre d'enquêter sur un individu, de réunir des informations, des preuves de ses activités criminelles et de le mettre en prison. Ces types sont des professionnels de la manipulation. Quand on est confronté à un officier pendant un interrogatoire, il faut savoir deux choses. Tout d'abord, l'homme qu'on a en face n'est pas un être humain. Inutile d'être poli avec lui, inutile de l'écouter ou d'engager la conversation. Et il faut refuser tout ce qu'il vous offre. Cigarettes, chocolat, verre de cognac. L'homme en face de vous est un robot, une machine. Et il ne peut vous faire que du mal. Ensuite, il faut savoir que vous allez écoper de la peine maximale. Inutile de s'en faire ou d'essayer de négocier. Vous aurez la peine maximale. Une fois que vous avez accepté ça, vous êtes libre. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Se sentir libre en l'absence de liberté est un sentiment très doux, très agréable. Ils peuvent aussi exercer une pression sur votre famille, vos parents. Alexandre Solzhenitsyn a déclaré que le KGB pouvait bien tuer tous les siens, toute sa famille, lui, ses enfants. Il avait d'ailleurs de jeunes enfants à l'époque. Ça ne les avancerait à rien. Ça ne le briserait pas. Est-il moral d'être prêt à sacrifier son enfant? Qui serait prêt aujourd'hui? Il serait très peu ceux qui, comme Abraham, accepteraient de sacrifier leur fils à une cause. Tu l'as bien fait, toi. Ça ne t'a pas gêné de faire passer ta cause avant les intérêts de ta famille. La morale est l'arme répressive par excellence. La culture underground étant considérée comme subversive et amorale, pas besoin d'être un héros pour devenir une cible du régime. Le groupe tchécoslovaque The Plastic People of the Universe l'a appris à ses dépens. Écoute le témoignage de Vratislav Brabenek, la star du groupe.
On a joué pendant plusieurs années sans jamais être convoqué à un interrogatoire. Les gens qui venaient à nos concerts étaient interrogés, mais pas nous. On appréhendait le moment où notre tour viendrait. Et finalement, c'est arrivé, en 1976. Avant d'arrêter les musiciens, les autorités ont réalisé un film de propagande stigmatisant leur immoralité. V podzemních sklepích na popkoncertech a rockfestivalech akustické narkotikum boří a otřásá i zákony států. V bezvýchodném buržoazním světě je to snad určitý druh úniku od hrozných sociálních a pracovních podmínek mladých, ale od čeho utíkají tady, co chtějí bourat u nás. Vystudovaný filozof Ivan Jerous, přezdívaný Magor, v Mžiku sepsal nové nekonformní dílko. Bratři a sestry, buďte volní. Volní v lásce i sexu. Odejte svou duši ďáblu. Nebojte se LSD. Bratři a sestry, pijte a radujte se. Dopřáváme hudbě, i té ze západu. Jen podle západní propagandy tančit nebudeme. Ani podle odpadlíků. To určitě ne. Nikdy. Najednou jsem pochopil, že to je věc, která zasluhuje maximální mou pozornost. Le sort des Plastic People fait réagir Václav Havel, écrivain et futur président de la République tchèque. Ať už se komu ta hudba líbí víc či méně, nebo ty texty, tak je to jakýsi výraz určité opravdovosti nějakého vztahu ke světu. Tam vlastně se začala rodit myšlenka Charty 77, byť ve své zárodečné podobě. Československo podepsalo La Tchécoslovaquie a signé les accords d'Helsinki, qui est un document qui garantit les droits fondamentaux. Et Havel a écrit qu'on devait effectivement respecter ces droits. Il a rédigé un manifeste avec tout un groupe. Et ensemble, ils ont demandé aux intellectuels, aux écrivains, aux philosophes et aux artistes underground de le signer. J'ai été un des premiers à qui ils se sont adressés. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, j'ai signé un truc, ça va être un beau merdier. Et ça a été le cas. Des milliers de personnes de tous horizons vont signer ce manifeste baptisé Charte 77, véritable appel à la démocratie, à la transparence, à la tolérance et à la liberté culturelle. Peu après avoir signé ce document, les Plastic People sont arrêtés et jetés en prison. Dans les journaux qu'on recevait en prison, on a appris que des gens nous soutenaient même à l'étranger. C'était grâce à Havel et à ses amis qui ont fait savoir au monde qu'on était persécutés à cause de notre musique. Le groupe est accusé de propos licencieux, mais comme on retrouve les termes qu'ils emploient dans les écrits de Lénine, l'avocat des musiciens, Karel Stoma, va mettre au point une stratégie de défense imparable. My jsme se rozhodli, že použijeme výsledky marxistické vědy, že použijeme výsledky sovětské literatury a použijeme výsledky klasiků. Všichni se u nás topí v odporném byrokratickém bahně rezortnictví. Pro každodenní boj proti tomu je nutno mít velkou autoritu, důvtip a pevnou ruku. Rezorty jsou na hovno, dekrety jsou také na hovno. En vérité, camarades, immense est mon influence sur la culture politique européenne. Peu de temps après, les Plastic People ont été libérés. On ne fondait pas notre avenir, notre liberté spirituelle sur l'Occident, mais sur les changements qui commençaient déjà à se produire dans les pays d'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, dans cet élan de libération spirituelle, on se stimulait mutuellement.
Nos poètes-chanteurs étaient de purs produits du dégel. J'ai été très étonné en 1978, quand je me suis retrouvé en compagnie d'étudiants polonais, de voir qu'ils écoutaient Wysocki et Okudzawa. Ils avaient leurs disques, leurs cassettes. Ils aimaient exactement les mêmes choses que nous. Je me souviens qu'en juillet 1980, lorsque le théâtre de la Taganka est venu en tournée à Varsovie, toute la ville s'est précipitée voir la pièce. C'était une célébration de l'esprit. Vladimir Wysocki, poète, chanteur et acteur. Toute petite déjà, j'écoutais ses chansons sur ton magnétophone. Une voix inoubliable. J'ai découvert ensuite qu'il avait été sans doute l'artiste le plus populaire d'Union soviétique, connu et reconnu dans tout le bloc de l'Est, et ce alors même que ses chansons étaient interdites de distribution. C'est clair que nous n'étions pas une démocratie. C'est par le biais de la culture que les gens expriment leur bonheur et leur malheur. L'émotion servait de véhicule à la politique. C'est pourquoi tant de passion se mêle à nos poèmes, à nos chansons. Tout le monde connaissait et aimait Wysocki, et notre gratitude était d'autant plus grande que ses œuvres étaient occultées. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'artiste rebelle le plus aimé du pays? Tu le sais? Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Non, c'était pas quelqu'un qui criait à bas Brejnev à l'époque. Marina Vladi, l'actrice française qui a épousé Vladimir Wysocki en 1969. Mais la chasse au loup, c'est un symbole. Quand on est entouré de petits drapeaux rouges et qu'on saute malgré tout vers la liberté avec les chasseurs qui restent comme des cons avec leurs fusils et qui peuvent pas tuer le loup qui s'échappe, écoutez, c'est quand même un symbole qui est très clair. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до работы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Et en plus, il avait une popularité telle qu'ils avaient peur de lui, tout simplement. Quand on vous interdit un concert au moment où vous sortez sur scène et que vous savez qu'il y a 1300 ou 1500 personnes qui vous attendent dans une salle et qu'il y a un mec du KGB qui sort et qui dit « Wysocki est malade, il ne chantera pas ce soir. » Et hop. Mais vous imaginez ce que c'est pour un artiste? Et un poète, en plus. Vous imaginez ce poète qui n'a jamais vu une ligne de ses vers édités? Jamais. Вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы. Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, uснуть. On m'a téléphoné à 4 heures du matin et quelqu'un a pris le téléphone, une voix d'homme qui m'a dit « Volodya umir ». Et c'est tout. Volodya est mort. Et ils ont raccroché. Plus d'1 million de personnes se massent dans les rues de Moscou. Jamais on n'a assisté à un rassemblement spontané de cette ampleur dans un pays communiste. Tous ces anonymes sont venus dire adieu à un rebelle et peut-être exprimer inconsciemment la part de rébellion qui était en eux. Imbu de ces victoires passées, le communisme ne voit pas les signes avant-coureurs du séisme qui se prépare. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите
наши души мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам.